Quand le vent s'engouffre dans la vallée de Hunza au Pakistan, personne n'ose vraiment l'affronter. Sa force augmente au fur et à mesure qu'il glisse le long des montagnes qui enserrent les villages. Cette piste, seule porte d'entrée de la vallée, en subit les dégâts tous les jours. Karim et Shahid, les cantonniers, tentent de la maintenir praticable pour les quelques téméraires qui osent l'emprunter. Il n'y a que 6 chauffeurs dans le pays assez fous pour emprunter cette route. Les autres n'en sont pas capables, car elle est beaucoup trop dangereuse. Le plus grand danger de cette route est qu'elle traverse des montagnes de schiste très friables. Il y a toujours un risque de glissement de terrain. La tâche des cantonniers est titanesque. Chaque jour, ces Sisyphes de la route recommencent le travail de la veille. Il paraît dérisoire, pourtant il sauve des vies. Les tas de pierrailles accumulés par le vent au bord de la piste sont de vrais pièges. Ils s'effondrent sous le poids des roues, déstabilisant les voitures vers le ravin. Le grand plongeon, Raymond y a échappé des dizaines de fois. Sa dextérité au volant lui a évité de se retrouver 700 mètres plus bas. Ici, c'est l'endroit le plus dangereux du parcours. Une sortie de route et c'est la mort assurée. Personne ne survivrait à une telle chute. C'est même impossible de descendre récupérer les cadavres et les carcasses des voitures. Difficile de savoir combien de vies la piste a déjà emportées. Mais elle fait mentir le surnom donné aux hommes de cette vallée, les immortels. La vallée de Hunza se trouve à l'extrême nord-est du Pakistan, au pied de l'Himalaya. C'est l'une des régions les plus reculées du pays. Une région accidentée, comme taillée à la serpe. Même les plus belles routes ne sont pas sans danger. Ah, cette route est compliquée. Parfois, les rochers sont tellement gros qu'ils écrasent le camion. Ou alors, ils projettent le camion dans la rivière. Certains hésitent même à revenir dans leur village. Je suis terrifiée de voyager sur cette route, où j'ai perdu beaucoup de membres de ma famille dans des accidents. Ici, une voiture a piqué droit dans le ravin. 2 personnes sont mortes. Les voitures ne sont pas les seules à jouer les funambules. Chaque jour, ces paysannes tentent d'oublier leur peur. La vallée de Hunza leur mène la vie dure, mais son accès quasi impossible pendant des siècles les a protégés des dangers de l'extérieur. Nous, les femmes Mawari, ne portons pas la burqa. Ce n'est pas notre culture. Nous sommes des femmes libres et égales aux hommes. Un lien indestructible unit les hommes et les femmes de cette vallée. Ensemble, ils ne font qu'un pour lutter contre la rudesse de leur vie. Raymond emprunte cette piste 3 fois par semaine. Et malgré l'habitude, il y a 2 règles qu'il ne transgresse jamais. Baisser sa garde
et dépasser les 15 km/h. Ici, quand un léopard des neiges ou un mouflon traverse la pente, ou même si le vent souffle un peu fort, ça provoque immédiatement un éboulement, comme ça. Du coup, les chauffeurs se retrouvent bloqués et ils risquent d'être emportés par un éboulement. J'ai beau prier de toutes mes forces, la peur m'envahit. Et quand ce passage terrifiant est derrière moi, je respire un bon coup et je me persuade que je suis hors de danger. Mais malgré tout, crois-moi, la peur me colle à la peau. Cette route effraie les habitants de la vallée de Hunza. Mais elle a changé leur vie. Avant sa construction, il y a 15 ans, leur existence était bien plus rude. Les hommes de la vallée traversaient la montagne à dos de yak pour acheminer les marchandises jusqu'au village. 2 jours de voyage harassant. Sur sa selle, ballotté par sa monture, le jeune Raymond se prenait à rêver. Dès mon plus jeune âge, j'ai voulu être chauffeur, même si c'est un métier très difficile. Malgré les risques, quand je suis sur la route, je ressens un étrange sentiment de paix. Après 6 heures de route pour seulement 60 km, chaque arrivée est une victoire. Raymond aime à penser que ses talents de chauffeur ne sont pas les seuls à le tenir en vie. Je fais toujours un don à Cham quand je passe ici. C'est le saint de cette montagne. Je lui demande qu'il me préserve des dangers de la route. Cet argent sert à entretenir la route et permet aussi de payer des soins médicaux aux plus pauvres. Déposer de l'argent dans ce sanctuaire, c'est aussi faire la charité. Sans entraide, la vie serait encore plus dure dans la vallée. Cette solidarité s'est construite au fil des siècles. Le village de Raymond, Chimchal, en est l'exemple. Ce bout de terre grise est surnommé le village des bannis. Les montagnes qui l'entourent forment une prison naturelle. Au siècle dernier, le royaume exilait ici les insoumis et les indésirables. Petit à petit, les parias se sont unis et ont fini par fonder des familles. L'esprit de fraternité coule encore dans les veines de ces hommes. Sans attendre l'aide du gouvernement, ils ont pris pelle et pioche pour ouvrir ensemble leur vallée sur le monde. Ça a pris beaucoup de temps pour creuser la route dans la montagne. C'était un travail épuisant.
Tous les hommes du village se sont portés volontaires pour ce projet titanesque. Les grands-pères, les oncles, et nous les jeunes, bien sûr. On a tous quitté nos familles pendant des mois pour travailler gratuitement. Nos femmes étaient seules au village et prenaient soin de nos terres et des bêtes. Une fois la route terminée, au village, il n'y avait qu'un seul chauffeur qui s'y risquait. J'ai pensé alors que cela pouvait être un bon moyen de gagner ma vie et de servir la communauté. Une grosse responsabilité attend Raymond dans quelques jours. Un mariage va avoir lieu au village. Et c'est lui qui est chargé de conduire une partie des invités. Au-delà de la vallée de Hunza, 400 km plus au sud, Gilgit, la plus grosse ville de la région. Électroménager, hi-fi, pièces de voiture, tout ce que la Chine produit passe par ici. Cet Eldorado du transport attire tous les chauffeurs du pays. L'hiver, le mauvais temps bloque parfois la frontière. Les routiers attendent alors plusieurs semaines avant de trouver une cargaison à transporter. Imran et son neveu n'ont pas bougé une roue depuis plus de 10 jours. Imran est propriétaire de son camion. Quand il ne roule pas, il ne gagne pas une roupie. On est ici depuis 2 jours, mais il n'y a rien à transporter. La frontière est fermée et il fait très froid. Alors on attend. Ici, il y a beaucoup de camions, mais peu de marchandises. Si on trouve des choses à transporter pour la vallée de Hunza, ça ira. C'est le destin qui tranchera. Sans argent, la cabine de son camion fait office de chambre d'hôtel, même si le thermomètre flirte avec les moins 15 degrés. À 52 ans, Imran supporte de moins en moins cette vie. Bientôt, il passera le volant à son apprenti. Youssef, c'est mon neveu. Il est toujours avec moi, il m'accompagne. Il ne va plus à l'école, alors je lui apprends à conduire le camion. Ses parents sont morts et il n'a pas de frère ni de sœur. Enfin le départ. Imran et son neveu ont trouvé une cargaison de lait à transporter vers la frontière chinoise. Pas de quoi faire la fête. Ils gagneront tout juste de quoi rembourser l'essence et ne pas mourir de faim. La route est belle. Les Chinois l'ont asphaltée pour faciliter les échanges entre les deux pays. Le voyage s'annonce tranquille, mais gare au chauffeur, qui se laisse bercer par ce beau serpent de bitume. इस रोड पर सुस्त नहीं रहना है, चुस्त होकर रहना है, ठीक है? दुश्वार रास्ता है ना, पहाड़ी रास्ता है ना सारा। Ah, cette route est compliquée. On ne voit jamais les glissements de terrain. Parfois, les rochers sont tellement gros qu'ils écrasent le camion. Ou alors, ils projettent le camion dans la rivière. Alors, je suis très vigilant. Je garde en permanence un œil sur la montagne, mais aussi sur la route. Quand il y a des rochers, je m'arrête ou je me dépêche de passer. Car s'arrêter ici, c'est très dangereux. Une fois, un rocher est tombé sur le toit du camion.
Nous avons dû sortir très vite. इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद तू आप पास ही जासे तुम खुद चलाओगे गाड़ी इधर Pour moi, être chauffeur, c'est se promener. J'admire les montagnes, les forêts, les arbres, les rivières, toutes ces belles créations de Dieu. Ouais, je suis heureux en voyant tout ça. C'est ma vie. Je suis chauffeur depuis 25 ans. Et c'est une vie libre. D'ailleurs, je ne pourrais pas faire autre chose. Dans cette partie du Pakistan, ce sont plutôt les couleurs vives des camions qui égayent les montagnes. Pour les villes envoûtantes, il faut sûrement se rendre ailleurs dans le pays. La ville de Sost, où Imran livre son lait, a plutôt des allures de bidonville. Imran et son neveu ont tout juste gagné 2 €. Et les affaires ne sont pas prêtes de s'arranger. La météo s'est encore dégradée à la frontière. Le mauvais temps empêche tout trafic avec la Chine. Je n'ai pas trouvé de marchandises à transporter pour le retour. La frontière avec la Chine est fermée, alors je rentre le camion vide. Maintenant, c'est au tour des petits véhicules de ravitailler les villages de montagne. Pour nous, les camions, c'est trop dangereux. Et les risques, ce sont les minibus qui les prennent. Il n'y en a pas tous les jours, alors à chaque départ, l'engin est chargé à ras-bord. Dernier moment de détente, histoire de se donner du courage. Ouria en a bien besoin. Cette étudiante ne vient voir ses parents que tous les 4 ans. Et à chaque fois, c'est la même angoisse. Je suis terrifiée de voyager sur cette route, où j'ai perdu beaucoup de membres de ma famille dans des accidents. Je m'en remets à Dieu pour qu'il me donne du courage et qu'il me garde en vie. Je vais essayer de ne pas hurler et de prier en silence. La route est dangereuse. Il neige beaucoup là-haut. Mais en cas de problème, les passagers m'aideront à dégager la route. Et avec de la chance, nous arriverons à destination en un seul morceau. Son minibus n'est plus tout jeune. Pourtant, Mohamed compte sur lui pour passer des cols à plus de 3000 mètres. Une fois atteint les 2500 mètres d'altitude, tous les voyageurs se taisent. Sûrement la peur de déconcentrer le chauffeur. La partie vraiment dangereuse de la route commence à partir du prochain pont. Les problèmes aussi. Mohamed tente de les anticiper.
Ce serait de la folie de rouler sans chaîne. La vie de mes passagers en dépend. Avec ces chaînes, c'est comme si j'avais 4 roues motrices en fait. Cette route, je la connais par cœur. Ça fait 15 ans que je la pratique. C'est pourquoi les villageois voyagent avec moi. Ils ont confiance. Ici, il faut être particulièrement attentif parce qu'il y a souvent 1 mètre de neige sur la route. Les véhicules dérapent et tombent dans le ravin. Les gens sont terrifiés de passer ici. Mohamed aime bien jouer avec les nerfs de ses passagers, en leur racontant des histoires d'accidents. Et elle ne manque pas sur cette piste. Ici, une voiture a piqué droit dans le ravin. 2 personnes sont mortes. Et là-bas, ce sont 2 autres voitures qui sont sorties de la route. Les passagers ont survécu. Un peu plus loin, c'est un tracteur du village de Tipursun qui a basculé dans le précipice. Le chauffeur est mort sur le coup. C'est vraiment la route la plus dangereuse de la région. À chaque fois que je passe ici, je prie Dieu de veiller sur nous. Je lui demande de nous accorder la vie sauve jusqu'à destination. Au fur et à mesure que la route défile, Mohamed semble moins vigilant. La fatigue peut-être. Nous décidons de quitter la camionnette pour terminer le voyage dans notre voiture qui suit avec le matériel. Le minibus nous distance. Nous le perdons de vue. Une demi-heure plus tard, nous le découvrons couché au milieu de la route. Il n'y a aucun blessé, mais tous sont choqués et nous demandent d'arrêter de filmer. Le lendemain, nous retrouvons Mohamed. Je conduisais prudemment, mais la route était très glissante. Le van a heurté un mur et j'ai perdu le contrôle. C'est sur ce côté que le van s'est couché. De l'avant à l'arrière, tout est défoncé. Ici et là,
Les vitres ont volé en éclats. Le problème, c'est que plus personne ne va vouloir s'asseoir dans mon van. Je dois trouver l'argent pour le réparer et je n'ai pas le choix. Ce van est ma seule source de revenus. Je n'ai pas d'autre métier. Si je ne parviens pas à le réparer, je ne pourrai plus payer les études de mes enfants. Tous ces soucis, Mohamed compte bien les oublier pour quelques heures. C'est le jour du grand rassemblement, ou plutôt de l'affrontement. Les hommes de son village vont se mesurer à ceux du village voisin. On ne peut pas jouer au bouskachi avec n'importe quel cheval. Si tu sais bien dresser ton cheval, il fera de toi un héros. Ton cheval doit être fort, car le bouskachi est un jeu très violent. Un esprit guerrier habite Mohamed. Il lui vient de ses ancêtres. Les habitants de la vallée seraient les descendants de 3 soldats de l'armée d'Alexandre le Grand. Les cavaliers de Hunza et leurs arcs étaient redoutés dans toute la région. D'ailleurs, Hunza veut dire flèche. Ces cavaliers aux allures de seigneurs portent le nom de Chopendos. Normalement, on devrait être 30 Chopendos à participer au tournoi d'aujourd'hui. Mais je ne sais pas si tous seront là. Jadis, le jeu était encore bien plus violent. La légende veut qu'à l'époque de Gengis Khan, les cavaliers jouaient avec le corps de leurs ennemis. Aujourd'hui, il y a bien toujours un corps, mais ce n'est plus celui d'un adversaire. Il a été remplacé par la carcasse d'une chèvre. La règle du jeu est simple. Un Chopendos doit attraper la carcasse dans le cercle de justice, faire un tour complet du champ et revenir jeter la carcasse au même endroit. Ce sera lui, le vainqueur du tournoi. Et les autres Chopendos vont tout faire pour lui arracher la carcasse et le désarçonner. Le bouskachi est un jeu d'honneur. Les cavaliers y gagnent surtout le droit de se vanter lors des soirées au village, de montrer qui est le plus fort. Entre eux, tous les coups sont permis. Les hommes choisissent souvent ce moment pour régler les vieilles rancœurs. Ce jeu est un de leurs rares instants de détente.
La vie des habitants de la vallée de Hunza ne tourne qu'autour du travail de la terre. Et dans cette vallée reculée, les femmes en font autant que les hommes. Elles ont même un statut équivalent à eux. Enfin, d'après les hommes. Car quand on pose la question aux femmes, pas vraiment. Nous, les femmes, nous faisons vraiment un travail exténuant. Ici, les tâches les plus pénibles, eh bien, ce sont les femmes qui se les coltinent. On a marché dans la montagne pendant 1h30 pour arriver ici. Là, je prépare mon chargement pour retourner au village. Il nous faudra encore 1h30 de marche. Nous coupons l'herbe durant l'été. Le reste de l'année, nous venons en chercher un peu chaque jour. Chaque ballot pèse entre 20 et 30 kilos. Leur village se trouve à 1h30 de marche. Un trajet fatigant au milieu des cailloux. Au bout du chemin, le même rêve pour chacune d'entre elles. Nous, les femmes, on s'occupe des bêtes et du quotidien du foyer, pendant que nos hommes travaillent à l'extérieur du village. Ils font des affaires pour amener de l'argent à la maison. Ça permet de payer les études des enfants. Si malgré mon âge, je continue à travailler aussi dur, c'est pour une unique raison. Que mes enfants puissent avoir le choix d'une autre vie. Dérisoires funambules, dont la vie ne tient qu'à un fil. Une rafale de vent un peu forte, et le pont peut se retourner. Pour éviter trop de prise au vent, les hommes n'ont posé qu'une latte sur deux. Gare aux étourdis. Elles auront mis 5 heures pour faire l'aller-retour jusqu'au village. On stocke l'herbe sèche ici. Avec, on nourrit les yaks tous les jours.
Et l'été prochain, on ira en couper de la fraîche. L'effort d'aujourd'hui était collectif. L'herbe ramassée servira à nourrir les animaux de cette femme. Elle était trop faible pour faire le voyage. Encore une fois, la solidarité de la vallée a joué. Nous sommes une communauté très soudée. Nous partageons tous les événements de la vie, les joies et les peines. Contrairement aux autres régions du Pakistan, ces femmes sont ismaéliennes, un courant beaucoup moins rigoriste de l'islam. Ici, dans la vallée de Hunza, nous sommes moins conservateurs que dans le reste du pays. Les hommes et les femmes vivent et travaillent ensemble. Chez nous, les Wari, il n'est pas question de porter la burqa. Nous sommes très tolérants. De l'autre côté de la vallée de Hunza, la ville d'Ali Abad. C'est ici que nous retrouvons Raymond, l'un des rares chauffeurs à oser faire la route qui mène au village de Shimshal. Il est chargé de transporter tout en haut de la montagne les témoins d'un mariage. Mais tous ne sont pas très rassurés. C'est prendre un gros risque de voyager sur la route qui mène à Shimshal. Mais demain, mon meilleur ami se marie. Il faut partir ce soir si nous voulons arriver à temps. Certaines zones du Pakistan sont instables. Les talibans constituent toujours un risque. Pour éviter qu'ils ne gagnent du terrain, la police a placé le long des routes de multiples postes de contrôle. Surtout sur celle-ci, qui mène à la frontière chinoise. La Karakorum est un cordon économique vital pour le pays. Rien ne doit ralentir la circulation des marchandises. Les voyageurs, eux, sont soumis à de nombreux arrêts. Ces derniers allongent considérablement le voyage. Mais cette fois-ci, Raymond a de la chance. Il n'y a pas d'embouteillage. Ça y est, on quitte la Karakorum pour prendre la route de Shimshal. Il y a 55 km à peu près jusqu'à Shimshal. Il nous faudra 5 heures pour y arriver. Il n'y a plus aucune place assise. Pourtant, Raymond doit encore embarquer 3 invités du mariage. 3 invités qui vont devoir jouer de leurs muscles s'ils veulent arriver en un seul morceau.
Évidemment que cette route me fait peur. Je ne suis qu'un homme. Et tu n'es pas un homme si tu ne connais pas la peur. Sur la route de Shimshal, la peur est présente, à chaque instant. À la nuit tombée, les vieux phares déréglés ont bien du mal à percer le noir qui enveloppe la route. Conduire de nuit, c'est encore plus risqué. On ne peut pas voir les pierres qui tombent sur la route. Cinq heures plus tard, chacun salue les courageux passagers qui ont accepté de voyager de nuit. Le mariage peut commencer. Les habitants de la vallée de Hunza sont surnommés les Immortels. Dans cette région, ils semblent être épargnés par les maladies et les centenaires seraient bien plus nombreux que n'importe où dans le monde. Les médecins attribuent cette étonnante longévité à leur alimentation, composée essentiellement de fruits, et à la richesse minérale de leur eau. Ce fragile équilibre est pourtant remis en question depuis que la piste a ouvert leur vallée sur le monde il y a 15 ans. Certaines maladies jusque-là encore inconnues pour eux ont fait leur apparition. Mais l'alimentation n'est pas la seule raison. Leur fabuleuse santé serait surtout le résultat d'un harmonieux équilibre de vie et à l'endurance qu'ils ont dû développer pour survivre dans ces montagnes.